Après un appel suspect, une petite fille fait arrêter sa grand-mère de 70 ans sans savoir pourquoi. La vieille femme crie désespérément qu'elle est innocente jusqu'à ce que... Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Bonne histoire à tous. À l'extrémité d'Annecy, dans une petite maison qui semblait s'accrocher aux derniers vestiges de la ville, avant que la nature ne reprenne ses droits, vivaient Amélie et sa grand-mère, Marguerite. À 22 ans, Amélie menait une existence simple mais empreinte d'amour. Malgré les difficultés financières qui les accompagnaient comme une ombre fidèle, le lien qui unissait la jeune femme à sa grand-mère de 70 ans constituait un refuge inviolable contre les tempêtes de la vie. Chaque matin, Amélie se levait avant l'aube. Ses journées s'écoulaient dans une boulangerie du centre historique d'Annecy où elle servait les touristes venus admirer le charme de la Venise des Alpes. Le salaire était modeste, à peine suffisant pour couvrir les factures et les médicaments de Marguerite, mais Amélie conservait précieusement, comme un trésor enfoui, le rêve de pouvoir un jour franchir les portes de l'université. Sur son étagère, quelques brochures de l'université Savoie-Mont-Blanc jaunissaient doucement, témoins silencieux d'aspirations remises à plus tard. Ce qui troublait parfois la sérénité d'Amélie, c'était ce voile impénétrable qui recouvrait son enfance. Aucun souvenir de ses parents, aucune image qui puisse lui rappeler ses premières années. Une brume épaisse semblait avoir englouti tout ce qui aurait dû constituer ses souvenirs familiaux. La maison ne contenait aucune photographie d'une vie antérieure, comme si l'existence d'Amélie avait commencé avec Marguerite, sans préambule. « D'où viennent mes yeux verts, grand-mère » demandait parfois Amélie, scrutant dans le miroir ses iris d'émeraude qui ne ressemblaient en rien à ceux noisettes de Marguerite. « De ton grand-père, ma chérie » répondait invariablement la vieille dame avec un sourire qui n'atteignait jamais complètement ses yeux. Ce matin-là, contrairement à ses habitudes, Amélie s'éveilla en sursaut. Son réveil, fidèle sentinelle, n'avait pas sonné, ou peut-être l'avait-elle éteint dans son sommeil. L'horloge affichait 7h45 et son service commençait à 8h. En 15 minutes, elle devait traverser la moitié d'Annecy. « Je suis en retard !» s'écria-t-elle, bondissant hors du lit, enfilant à la hâte le premier jean trouvé et un pullover bleu, sans même prendre le temps d'avaler une gorgée de café. « Sois prudente, Amélie !» lui lança Marguerite depuis la cuisine, mais sa petite fille avait déjà claqué la porte. Dehors, le ciel d'Annecy se parait des premières lueurs du jour. Amélie courait, son sac battant contre sa hanche. Elle connaissait par cœur le chemin jusqu'à l'arrêt de bus, tourner à droite après le vieux marronnier, longer la clôture des Durand, traverser au passage piéton près de la pharmacie. Mais l'urgence obscurcissait ses réflexes. Sans regarder, elle s'élança à travers la rue. Le vrombissement du moteur ne lui parvint qu'à la dernière seconde. Une moto surgit de nulle part, son conducteur klaxonnant désespérément. Amélie n'eut que le temps de voir une silhouette en blouson noir avant que l'impact ne la projette dans les airs. Son corps retomba lourdement sur l'asphalte et le monde autour d'elle s'évanouit dans un tourbillon de lumière et d'ombres confuses. Quand elle reprit conscience, des voix filtraient à travers un brouillard cotonneux. Elle était allongée sur un lit d'hôpital, des machines bipant doucement à ses côtés. Sa jambe droite, emprisonnée dans un plâtre, lui envoyait des élancements douloureux. Mais ce qui retint son attention, ce fut la conversation qui lui parvenait depuis le couloir, la porte de sa chambre étant entr'ouverte. « Merci infiniment d'avoir donné votre sang pour elle », disait la voix tremblotante de Marguerite. « Vous savez que je ne suis pas compatible, sans compter mon âge. »« Je lui devais bien ça », répondit une voix de femme, inconnue, mais étrangement familière. Dans un effort douloureux, Amélie tourna la tête vers la porte. À travers l'entrebâillement, elle aperçut le profil de Marguerite et, face à elle, une femme d'une quarantaine d'années. Ce qui frappa immédiatement Amélie, c'était cette ressemblance saisissante entre elles, les mêmes yeux verts, la même courbe du menton, jusqu'à cette façon particulière de pencher légèrement la tête sur le côté lorsqu'elle parlait. On aurait dit un miroir renvoyant l'image d'Amélie vieillie de 20 ans. « Elle va bien ?» demanda l'inconnu, sa voix empreinte d'une inquiétude qui semblait dépasser la simple compassion. « Les médecins disent que rien de vital n'a été touché. Sa jambe est cassée et elle a subi une commotion, mais elle s'en remettra, répondit Marguerite. « Je reviendrai demain, promit la femme. Elle ne doit pas me voir ici. Pas encore. » Ces derniers mots résonnèrent dans l'esprit d'Amélie comme un gong assourdissant.
Pas encore. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était cette femme qui lui ressemblait tant et parlait d'elle comme si elles avaient un passé commun? Durant les jours suivants, alitée à l'hôpital d'Annecy, Amélie ne cessa de repenser à cette conversation et à cette mystérieuse femme. Quand elle interrogea Marguerite, celle-ci balaya ses questions d'un revers de main. L'hôpital avait suffisamment de sang en réserve, ma chérie. Nous n'avions pas besoin d'un donneur spécifique. Tu as dû rêver. Les médicaments pour la douleur peuvent parfois provoquer des hallucinations. Mais Amélie connaissait sa grand-mère. Elle percevait dans ses yeux fuyants, dans ses mains qui s'agitaient nerveusement sur son sac à main, les signes indéniables du mensonge. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit un doute lancinant envers celle qui avait été son unique repère. Dès son retour à la petite maison en bordure d'Annecy, malgré sa jambe plâtrée et les recommandations de repos absolu, Amélie entreprit des recherches. Pendant que Marguerite s'affairait au jardin, elle fouillait méthodiquement chaque recoin de la maison, à la recherche d'indices sur son passé. Dans le grenier, sous une pile de vieux journaux, elle découvrit une boîte en métal rouillé, soigneusement dissimulée. À l'intérieur, un passeport au nom de Marguerite Leroy indiquait que sa grand-mère avait vécu à Paris avant de s'installer à Annecy. Une photographie jaunie montrait une Marguerite plus jeune, tenant dans ses bras un bébé emmitouflé dans une couverture. Au verso, une date, 12 mai 2003. Amélie retourna la photo plusieurs fois entre ses doigts. Ce bébé était-il elle? Pourquoi n'avait-elle jamais vu cette image auparavant? Plus troublant encore, elle trouva une carte d'identité professionnelle indiquant que Marguerite avait travaillé comme nounou pour une famille nommée Moreau à Paris. Le document datait d'il y a 20 ans. Qui étaient ces Moreau? Avait-il un lien avec elle? Déterminée à percer ce mystère, Amélie se rendit à la bibliothèque municipale d'Annecy dès que son état le lui permit. Prétextant un projet de recherche, elle demanda accès aux archives des journaux parisiens de l'époque. Pendant des heures, elle parcourut les microfilms, jusqu'à ce que son sang se glace devant un titre qui occupait une pleine page du Parisien du 15 juin 2003. Enlèvement à Paris. La petite Amélie Moreau, toujours introuvable. L'article relatait la disparition d'une fillette de 2 ans, enlevée par sa nounou, une certaine Marguerite Leroy. Les parents, François et Delphine Moreau, imploraient quiconque détenait des informations de contacter la police. Une photographie montrait un couple élégant tenant un bébé dans leurs bras. Ce même bébé que Marguerite tenait sur la photo trouvée dans le grenier. Le monde d'Amélie s'écroula. Les fragments disparates de son existence s'assemblaient soudain pour former une mosaïque terrifiante. Elle n'était pas la petite fille de Marguerite. Elle était Amélie Moreau, enlevée à ses parents il y a 20 ans. Amélie rentra chez elle comme dans un rêve éveillé, les photocopies de l'article de journal serrées contre sa poitrine. Son esprit oscillait entre l'incrédulité et la colère. Était-il possible que toute sa vie fût bâtie sur un mensonge? Que celle qu'elle avait toujours appelée grand-mère fût en réalité la femme qui l'avait arrachée à sa vraie famille? Dans le salon, Marguerite tricotait paisiblement, comme si l'univers n'était pas en train de s'effondrer autour d'elle. Amélie jeta les coupures de presse sur la table basse. « Qui suis-je vraiment ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Le visage de Marguerite se décomposa en voyant les articles. Ses aiguilles à tricoter tombèrent sur le sol dans un cliquetis métallique qui résonna comme le glas de leur vie commune. « Ma chérie, » murmura-t-elle, « c'est compliqué. »« Compliqué » s'écria Amélie. « Tu m'as enlevé, tu m'as volé à mes parents. Toute ma vie est un mensonge. » Des larmes coulaient maintenant sur les joues ridées de Marguerite. « Ce n'est pas ce que tu crois. Si seulement tu savais. » Mais Amélie ne voulait plus entendre de demi-vérité. Avec des doigts tremblants, elle composa le numéro de téléphone qu'elle avait trouvé après une recherche en ligne. Celui de François Moreau, directeur d'une agence de publicité parisienne. « Monsieur Moreau, je crois que je suis votre fille, Amélie. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut suivi d'une exclamation étouffée. Moins de 24 heures plus tard, une berline noire s'arrêtait devant la petite maison à la périphérie d'Annecy. François et Delphine Moreau en descendirent, accompagnés de 2 policiers. Amélie, qui avait passé la nuit dans un hôtel voisin, attendait à distance. La scène qui suivit se déroula comme dans un film au ralenti. Marguerite, résignée, fut menottée et conduite vers une voiture de police. Avant d'y monter, elle se tourna vers Amélie. « Laisse-moi 5 minutes, supplia-t-elle. 5 minutes pour t'expliquer. Après, je suivrai ces messieurs sans résister. »
Le plus âgé des policiers hésita puis acquiesça. 5 minutes, pas une de plus. Dans le jardin où tant de fois elles avaient partagé des moments de bonheur simple, Marguerite prit les mains d'Amélie dans les siennes. « J'ai été engagée comme nounou quand tu avais 6 mois, commença-t-elle. François et Delphine Moreau étaient des gens riches, respectés dans leur milieu. Mais très vite, j'ai remarqué des choses étranges. » Elle raconta comment, petit à petit, elle avait observé des ecchymoses sur les bras d'autres enfants qui venaient occasionnellement à la maison. Comment elle avait surpris des conversations téléphoniques énigmatiques, des visites nocturnes de couples qui repartaient parfois avec ses enfants. Un jour, j'ai fait la connaissance de Sophie, une voisine de l'immeuble. Elle te ressemblait tellement que ça m'a frappé dès la première rencontre. Elle aussi s'inquiétait pour les enfants qui transitaient par l'appartement des Moreau. Un soir, poursuivit Marguerite, elle avait involontairement surpris une conversation entre François et Delphine qui révélait l'impensable. Le couple participait à un réseau de trafic d'enfants. Ils adoptaient illégalement des bébés auprès de mères, en situation précaire pour les revendre à prix d'or à des couples fortunés désireux d'adopter rapidement et discrètement. Sophie était ta véritable mère, Amélie. Jeune, seule, sans ressources, elle t'avait confié aux Moreau croyant te donner une chance pour une vie meilleure. Elle ignorait leurs véritables intentions. Marguerite raconta comment, comprenant que la petite Amélie allait bientôt être vendue à son tour, elle avait pris la décision la plus difficile de sa vie, fuir avec l'enfant pour la protéger. J'ai pris tes petites affaires, tes papiers, et nous sommes partis cette nuit-là. Je savais que je commettais un crime, mais je ne pouvais pas te laisser dans cet engrenage horrible. J'ai choisi Annecy parce que j'y avais passé des vacances dans ma jeunesse, assez grande pour nous perdre dans l'anonymat, assez petite pour t'offrir une enfance paisible. Amélie restait immobile, le souffle coupé par ses révélations. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, mais formaient une image bien différente de celle qu'elle avait imaginée. « La femme à l'hôpital », murmura-t-elle. « C'était Sophie, n'est-ce pas? Ma mère biologique. » Marguerite hocha la tête. « Elle nous a retrouvés il y a quelques années. Elle venait parfois te voir de loin, sans jamais oser t'approcher. Quand tu as eu cet accident, l'hôpital a appelé pour un donneur compatible. J'ai contacté Sophie immédiatement. Les policiers s'approchèrent, signalant que le temps était écoulé. Amélie se tourna alors vers François et Delphine Moreau qui attendaient à distance. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, scrutant leur visage impeccablement composé. « Cette femme est une criminelle et une menteuse, » répondit froidement François. « Elle t'a volé à nous, tes parents légitimes. » Mais quelque chose dans leur attitude sonnait faux. Leur regard ne croisait jamais directement le sien, et cette prétendue émotion de retrouvailles semblait calculée, comme une scène répétée. « L'enquête établira la vérité », intervint l'un des policiers. « En attendant, Madame Leroy doit nous suivre au poste. » Alors que Marguerite était conduite vers la voiture de police, une nouvelle voiture s'arrêta brusquement devant la maison. Une femme en descendit précipitamment. Amélie la reconnut immédiatement. C'était elle, la femme de l'hôpital, son reflet vieilli de 20 ans. « Attendez !» cria Sophie en courant vers le groupe. « J'ai des preuves. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'audiences, de témoignages et de révélations. Sophie avait méticuleusement rassemblé, au fil des années, des preuves contre François et Delphine. D'autres victimes se manifestèrent, d'autres familles brisées par ce réseau d'adoption illégale. Lors du procès qui fit la une des journaux nationaux, les preuves s'accumulèrent contre les Moreau. Des documents falsifiés, des comptes offshore, des témoignages accablants de familles démunies à qui on avait arraché leurs enfants sous couvert d'adoption légale. Le couple autrefois respecté s'effondra sous le poids de ces accusations. Quant à Marguerite, sa situation fut examinée avec clémence. Le tribunal reconnut que son acte, bien qu'illégal, avait été motivé par la volonté de protéger une enfant en danger. Elle fut acquittée, le juge soulignant que certains actes, bien qu'en marge de la loi, relèvent parfois d'une justice plus profonde que celle des hommes. Un après-midi d'automne, Amélie, Marguerite et Sophie se retrouvèrent sur les rives du lac d'Annecy. Le soleil déclinant teintait l'eau de reflets dorés, comme une promesse de jour meilleur. « Je ne sais pas comment vous appeler » avoua Amélie à Sophie, tandis qu'elle marchait côte à côte. « Appelle-moi simplement Sophie » sourit la femme. « Je n'ai pas été ta mère pendant toutes ces années. C'est Marguerite qui t'a élevée, qui a été là chaque jour. Les liens du sang sont une chose, mais les liens du cœur en sont une autre. Et pourtant, c'est ton sang qui coule dans mes veines, » répondit doucement Amélie.
C'est ton sang qui m'a sauvé après l'accident. Sophie prit sa main. J'avais 19 ans quand tu es né. Seul, sans ressources, abandonné par ton père biologique dès qu'il a appris ma grossesse. Les services sociaux m'ont dirigé vers une agence d'adoption qui travaillait avec les Moreau. On m'a assuré que tu aurais une vie meilleure, avec des parents aimants et fortunés. Sa voix se brisa. Je n'ai compris que trop tard dans quel piège nous étions tombés. Amélie se tourna vers Marguerite, qui les observait avec tendresse. « Et toi, tu as sacrifié ta vie pour me protéger. » La vieille dame secoua la tête. « Je n'ai rien sacrifié, ma chérie. Tu m'as donné la plus belle vie qu'une femme puisse espérer. Chaque jour avec toi a été un cadeau. » Ce soir-là, dans la petite maison à la périphérie d'Annecy, 3 femmes partageaient un repas simple. 3 générations, 3 destins entrelacés par les circonstances les plus improbables. 3 femmes unies non pas par les conventions traditionnelles de la famille, mais par quelque chose de plus profond, de plus authentique. Amélie observait ces 2 femmes qui, chacune à sa manière, lui avaient donné la vie. L'une par le sang, l'autre par un acte de courage qui défiait les lois mais obéissait à une morale supérieure. Entre ces 2 amours, Amélie ne choisissait pas. Elle les acceptait tous les 2, comprenant enfin que la famille véritable transcende les définitions conventionnelles. Dehors, les eaux du lac d'Annecy scintillaient sous la lune montante, témoins silencieux d'une histoire qui, après 20 ans de secrets et de non-dits, avait enfin trouvé sa résolution dans la vérité et le pardon. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Nous espérons que le parcours d'Amélie, Marguerite et Sophie vous a touché et fait réfléchir sur ce que signifie vraiment être une famille. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos narrations. Et un petit « j'aime » encourage nos conteurs à continuer de tisser ces récits qui nous relient tous. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Le courage de Marguerite était-il justifié? Sophie aurait-elle dû agir différemment? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Rendez-vous demain pour une nouvelle aventure qui saura captiver votre imagination et peut-être même toucher votre cœur.